Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Aujourd'hui, nous sommes à Singapour avec Philippe et nous allons discuter de passeports que les Français peuvent acheter. Donc en tant que plan B ou potentiellement en tant que plan A, c'est qu'on voit de plus en plus les Français qui sont nerveux, qui sont un peu inquiets par le développement du pays et ils ne se sentent pas entièrement confortables d'avoir un seul passeport et de dépendre entièrement de cette citoyenneté. Donc Philippe, vous êtes dans l'industrie de la vente de citoyenneté depuis de nombreuses années. Oui, c'est Et correct. vous nous parlez un petit peu plus tôt et vous disiez que vous avez de plus en plus de clients français spécifiques. Tout à fait. Alors, bienvenue à Singapour d'abord. On est agent de plusieurs gouvernements pour le programme de citoyenneté. Et récemment, on a vu plus de demandes des Français pour des deuxièmes passeports. Et c'est pas seulement des Français en France, bien sûr, ça existe aussi, mais c'est surtout des Français à l'étranger. Parce que les Français qui vivent dans des pays comme Singapour, par exemple, ou aux Émirats arabes unis, ou à Hong Kong, ils notent qu'il y a une tendance de taxer les Français à l'étranger dans le futur. Donc, ils commencent à penser à des options pour une deuxième citoyenneté par investissement. Il y a plusieurs manières d'obtenir une citoyenneté. Donc, un, c'est tout simplement vivre dans le pays. Donc, vous, c'est ce que vous avez fait, Philippe. Originairement, vous êtes de Suisse. Oui. Vous êtes devenu singapourien. Une autre manière, c'est citoyenneté par descendance. Donc, beaucoup de Français sont d'origine maghrébine, par exemple. Ils pourraient très facilement obtenir un passeport maghrébin. Donc, ils pourraient offrir un plan B. Et la troisième manière, c'est une citoyenneté par investissement. Et c'est là vraiment où vous aidez les gens. Tout à fait. Donc, citoyenneté par investissement, c'est le plus facile parce que l'applicant n'est pas obligé de vivre dans les pays pendant des années. Bien sûr, une citoyenneté par résidence, ça se fait aussi, mais en Suisse, par exemple, il faut vivre 10 ans en Suisse. À Singapour, ça suffit 2 ans, mais c'est 2 ans en tant que résident permanent. Donc, pour devenir résident permanent, ce n'est pas si facile. En Uruguay, c'est 3 ans ou 5 ans. Ça dépend si on va avec une famille ou si on va tout seul. Paraguay, c'est 3 ans. Au Mexique, c'est 5 ans. Mais il faut passer un peu du temps dans le pays quand même. Par contre, dans le monde de citoyenneté par investissement, c'est clair que l'absence de présence physique dans le pays, c'est très important pour les applicants. Donc, ils ne doivent pas y aller, ils ne doivent pas voyager. Ils peuvent faire l'application par correspondance. Voilà, donc entièrement par correspondance, vous envoyez vos documents et après, quelques mois après ou un an après, vous recevez vos passeports pour vous et votre famille, en gros, par FedEx ou DHL. Et c'est important de comprendre que les Français peuvent accumuler autant de citoyenneté qu'ils veulent. Donc certains pays ont des restrictions. Donc par exemple, vous, quand vous êtes devenu singapourien, vous avez dû renoncer à votre citoyenneté suisse. Oui. Par contre, en tant que Français, on peut accumuler autant de passeports qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Par contre, pour renoncer à la citoyenneté française, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez renoncer à la citoyenneté française jusqu'à 1 an après avoir obtenu une nouvelle citoyenneté. Après, donc si vous prenez plus de temps pour faire votre demande de renonciation de citoyenneté française, après, ça dépend vraiment du gouvernement si vous ne l'accordez pas. Pendant 1 an après avoir acquis cette citoyenneté, vous pouvez tout simplement dire « je ne souhaite plus être français », vous allez à l'ambassade, vous signez des papiers, vous rendez votre passeport, fini. Par contre, 1 an après, c'est plus compliqué. Si tout d'un coup le gouvernement français devait mettre en place une taxation sur la citoyenneté et que vous viviez dans un pays qui n'a pas de convention fiscale avec la France et qu'il mettait ça de manière rétroactive et que vous n'aviez pas renoncé à votre citoyenneté à ce moment-là, ça pourrait être un peu plus problématique. Donc il faut vraiment prendre tous ces facteurs en compte. C'est correct. Et c'est pour ça que surtout des Français à l'étranger, notamment des Français dans une position économique forte, et surtout dans des pays hors taxe ou avec une taxation modérée, comme Singapour, Hong Kong, Émirats, comme on a dit, ils pensent à ça maintenant. Des Français qui n'ont pas la possibilité de devenir citoyens localement, parce que dans les pays asiatiques, en général, c'est difficile de devenir citoyen. Ils ne permettent pas la double nationalité non plus. Et dans certains pays, c'est quasiment impossible. En Chine, aux Émirats arabes unis, vous ne pouvez pas devenir citoyen. Donc, c'est surtout ces Français qui nous approchent pour un deuxième passeport. Et ça, c'est déjà beaucoup. En plus de ça, il y a beaucoup de Français en France qui pensent
au futur, qui pensent qu'ils ne vont peut-être pas prendre leur retraite en France, qu'ils vont quitter un jour ou l'autre et ils veulent se préparer pour ça, soit par un deuxième passeport ou bien par une résidence permanente à l'étranger qui ne les oblige pas de vivre dans le pays. Et donc, quelles sont certaines citoyennetés qui sont en vente et qui pourraient être utiles pour les Français? Alors, vous avez 5 pays Caraïbes, Saint Kitts et Nevis, Antigua et Barbude, Dominique, pas la République dominicaine, Dominica en anglais, Sainte-Lucie et Grenade. Très similaires, tous anglophones. Et puis vous avez le Vanuatu dans le Pacifique, un pays franco-anglais, ancien condominium. Il y a un nouveau programme dans le Pacifique à Nauru. Et puis il y a des programmes en Turquie et en Malte, dans l'Union européenne. Mais Malte, c'est moins intéressant pour les Français, même s'ils peuvent faire une application, mais c'est un autre pays européen, donc je ne pense pas que ça va être trop intéressant. C'est une possibilité intéressante pour les Français très fortunés qui ne veulent plus de passeport français, mais qui veulent toujours un passeport de l'Union européenne. Par exemple. Mais bon, ça coûte cher, on parle de Oui. presque 1 million d'euros. Oui, tout à fait. Mais la plupart des gens, ils choisissent des passeports aux Caraïbes. Ça, c'est les programmes les plus anciens, les plus connus. C'est des programmes qui sont bien organisés. Et c'est aussi les programmes qui ont produit le plus de nouveaux citoyens sur ce programme. Alors, Caraïbes, c'est vraiment le centre du citoyenneté par investissement. Mais il y a les autres options. Donc au niveau des prix, si vous regardez un passeport du Sud-Pacifique qui ne donne pas accès à l'Union européenne, c'est à peu près 130 140 000 $ pour une seule personne, ou jusqu'à 200 000 $ pour une famille de 4. Les passeports des Caraïbes qui donnent accès à l'Union européenne sans visa, donc en tant que touriste, donc en gros 3 mois tous les 6 mois. Ceux-là sont entre 230 et jusqu'à 260 pour une personne à une famille de 4 à peu près. Tout à fait. Aux Caraïbes, il y a normalement dans chaque pays 2 options. Une option, c'est la donation, à partir de 200 000 jusqu'à 260 000. Et il y a l'option d'investissement immobilier. Vous achetez un bien immobilier et vous êtes obligé de le garder pour 5 ans. Et ça commence à 300 000. Donc un montant supérieur, mais un montant qui finalement investi, ce n'est pas perdu, ce n'est pas une donation. Donc on peut avoir un rendement, on peut revendre l'immobilier après 5 ans. Après, il y a aussi l'option des... par exemple, j'ai déjà vu certains Français qui prenaient le passeport turc. Donc avec un investissement de 400 000 $ dans l'immobilier en Turquie, ils peuvent recevoir un passeport turc. Mais après, ce qu'ils font, s'ils devaient renoncer à la citoyenneté française à un moment donné, ils pourraient prendre tout simplement un Golden Visa, donc un visa doré qui donne accès à l'Union européenne. C'est que c'est un risque. Ça inquiète les Français, c'est dire je renonce à ma citoyenneté française et tout d'un coup, ils ne peuvent plus rentrer en Europe, c'est quand même un peu problématique. Oui, ça, ce n'est pas le cas avec mes passeports Caraïbes, parce qu'ils ont l'accès à l'Union européenne illimité, au Royaume-Uni aussi. Par contre, les passeports pacifiques, Vanuatu, Nauru, ils n'ont pas ce visa free avec l'Union européenne. C'est pour ça qu'ils sont meilleur marché. Malte, bien sûr, c'est très bien. Mais il y a quelque chose pour tout le monde, c'est intéressant. Dans le monde de CBI, de citoyenneté par investissement, quasiment chaque pays qui a un programme, il a son marché, il a son audience, il a ses clients. Alors ça dépend de la situation individuelle de l'applicant. Est-ce qu'il veut retourner en Europe régulièrement? Est-ce qu'il veut vivre là-bas ou il veut juste visiter? Ou est-ce qu'il ne s'intéresse pas du tout pour l'Europe? Est-ce qu'il veut rester en Asie toute sa vie? Pour chacun, il y a quelque chose. Ouais. Et les prix, ils sont corrects dans le sens que chaque programme a des clients. Il n'y a pas un programme où on peut dire « Ah non, ça c'est beaucoup trop cher ou trop mauvais, ils n'ont pas de clients ». Non, chaque programme, il a des clients parce qu'ils ont des raisons particulières. Et c'est ça le rôle de l'agent gouvernemental, de expliquer aux clients, aux applicants quelles sont les différences. Et nous, on a la capacité de comparer les programmes différents et d'expliquer quels sont les avantages et les désavantages de chaque programme. Financièrement, au niveau de mobilité, au niveau de processus, etc. Passionnant. Et donc, en gros, cette conversation est aussi valide pour les Belges, pour les Québécois aussi qui veulent quitter leur pays. Et aussi pour les Africains qui veulent des plans B, acheter des passeports pour pouvoir mieux voyager. De manière générale, quand on est Libanais, Maghrébin,
africain et qu'on souhaite un passeport comme ça, c'est plus une question de mobilité. Alors que quand on est d'un pays de l'Ouest, d'un pays un peu plus développé, c'est plus une question souvent un peu géopolitique, plan B, imposition. Donc les besoins des clients sont vraiment très différents, dépendant d'où ils viennent. Au début, quand ces programmes ont commencé, c'était vraiment la mobilité. Et les clients, c'était surtout des Chinois, des Russes, des gens du Moyen-Orient qui avaient des problèmes à voyager. Maintenant, on a beaucoup plus de clients occidentaux, américains notamment. Les Américains, ils sont dans une très mauvaise situation parce qu'ils ont la taxation globale n'importe où ils habitent. Alors beaucoup des Américains, ils veulent renoncer, mais pour renoncer, il faut avoir un deuxième passeport. Et les Européens, ils sont dans une situation un peu plus confortable, mais pour des raisons, comme vous avez dit, géopolitiques, stratégiques. Il y a beaucoup d'Européens qui se disent, ben alors, effectivement, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les 10 ans, 20 ans à venir, fiscalement, politiquement, etc. Des fois, ils ont des enfants, ils se disent, les enfants, ils ont toute la vie. Peut-être que ça sera mieux s'ils ont un deuxième passeport. Et aussi en Afrique, où la mobilité c'est important parce que les passeports africains ne sont pas forts pour voyager. Il y a beaucoup de gens qui pensent à des options dans des zones géographiques différentes qui leur donnent plus ces opportunités et aussi aux futures générations. Et récemment, j'ai eu des clients européens qui voulaient spécifiquement des passeports qui ne font pas partie de l'OTAN, notamment pour leurs enfants, pour vraiment avoir un plan B d'un point de vue militaire aussi, ne pas se retrouver dans une situation désagréable avec la Russie ou je ne sais quel pays. Même la Turquie, elle est membre de l'OTAN et pour ces gens-là, probablement un passeport dans le Pacifique, c'est idéal parce que c'est à l'autre bout du monde, c'est à l'hémisphère du Sud, c'est sûrement pas dans l'OTAN. Donc, stratégiquement, ça fait du sens de choisir bien ces juridictions diversifiées. Très bien. Donc, si vous êtes intéressé par obtenir une citoyenneté par investissement, surtout n'hésitez pas à contacter Philippe. Il pourra vous aider en français. Il y a plusieurs liens dans la description avec plus d'informations et vous pourrez aussi le contacter de cette manière. Philippe, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ladislas.